98 numéro 1, le dernier vent du 0. Sur la limite, alignez-vous, piste 25 et maintenez position pour l'instant. Oui, c'est la vigie, bonjour. Et pour un dernier largage. Sur une base aérienne, il y a ce que l'on voit au premier regard. Puis il y a l'envers du décor, ces portes que l'on veut pousser pour savoir ce qu'il s'y cache. Deux mondes indissociables que nous avons côtoyés le temps d'une saison à Orléans-Brissy. Forcément. Il y a une procédure standard de perception et une procédure un petit peu urgente, si j'ai bien compris, avec la CPA. Ouais. Nous allons vous faire découvrir la base aérienne 123, un redoutable outil de combat en perpétuelle effervescence. Principale plateforme des forces spéciales de l'armée de l'air, hôte de la flotte des A400M Atlas, elle est aussi la base de France qui fournit les plus gros effectifs en opérations extérieures. À 1 heure de Paris, le journal de la Défense vous invite dans les coulisses de ce berceau du transport aérien militaire, armé par 2600 aviateurs passionnés. Ce matin d'hiver, de nombreux aviateurs ont décidé de braver le froid. Les yeux braqués vers un ciel gris et brumeux, tous attendent l'apparition d'un aéronef qui tarde à montrer le bout de ses ailes. La base d'Orléans s'apprête à recevoir un nouvel avion de transport profondément modernisé, alors forcément, l'impatience se fait sentir. Il est un peu plus de midi, quand le Super Hercule C-130J et ses 40 mètres d'envergure se posent enfin, quasiment 30 ans jour pour jour après l'arrivée de son prédécesseur. Vous avez l'air heureux. C'est possible, très heureux. Beaucoup de travail est fait, beaucoup de travail à faire. Et c'est un moment historique pour nous, un moment marqué d'une pierre blanche. Comme le veut la tradition, l'appareil fabriqué par le constructeur américain Lockheed Martin se fait baptiser par l'égide des pompiers de l'air. Le personnel improvise ensuite une haie d'honneur pour l'équipage en provenance des États-Unis, satisfait, mais visiblement marqué par sa longue traversée de l'Atlantique. Une livraison comme celle-ci n'arrive pas tous les jours. Il faut donc marquer le coup. It's now time to celebrate the arrival of this great aircraft, this so expected C-130J Super Hercules here on Brissy Air Force Base. It's a very important moment for us. We are very glad to see you all here with us today. Thank you very much, you made it. Le Super Hercule est une réponse aux nombreux engagements opérationnels de la France. Il va permettre de soulager la flotte de transport actuellement surexploitée en attendant la pleine montée en puissance du parc A400M. Cette clé représente l'accession de l'appareil, notre capacité à l'opérer. Ce n'est pas une clé de démarrage, parce que bien évidemment, elle est un peu grande, mais ça symbolise vraiment l'arrivée de l'avion et le fait que l'avion soit français. Il est le premier exemplaire d'une commande de 4 appareils. Très attendus sur les théâtres d'opération, en particulier au Sahel, ils devront notamment effectuer des missions de soutien logistique aux forces à partir de cette base. Plateforme historique du transport aérien militaire, Orléans-Brissy s'est aussi spécialisé dans l'écoute électronique et construit aujourd'hui une force commando. Un sujet que le commandant de base suit avec attention. Le jour de notre rencontre, il conduit d'ailleurs une réunion dans son bureau avec le patron d'une des unités concernées, le commando parachutiste de l'air numéro 30. En fonction des priorités, on verra si on arrive à intégrer l'ensemble des besoins de la force commando air dans un schéma directeur général qui nous permettra d'être cohérent. À 44 ans, le colonel Cédric Collardel, ancien pilote de Transal, est à la tête d'une superstructure opérationnelle. À la manière d'un chef d'entreprise, il commande les troupes et coordonne la quinzaine d'unités présentes sur le site. La base aérienne, c'est 750 hectares, donc c'est quand même une grande plateforme, avec une piste de 2500 mètres, proche de Paris. Ça donne à cette base aérienne une dimension majeure parmi les bases aériennes. Et puis c'est 2600 personnels au quotidien
J'entends les aviateurs, mais ici nous hébergeons également les organismes de soutien. Donc quotidiennement, c'est 3000 personnes sur le site d'Orléans-Brissy qui travaillent pour que les missions opérationnelles puissent s'effectuer. En moyenne, la base enregistre 1000 mouvements aériens par mois. Brissy-Sol de banquise demande autorisation de pénétrer en piste pour dégivrage. Et comme n'importe quel outil de combat, elle doit pouvoir faire décoller ses avions en fonction de l'actualité et des impératifs opérationnels, n'importe quand, quelles que soient les conditions climatiques. Et dans la région, il faut être prêt à tout, y compris à plusieurs centimètres de neige. Pas de répit donc pour le commandant de base. Ce soir de février, malgré un froid plus que saisissant, il va présider une cérémonie au flambeau des commandos parachutistes de l'air numéro 10. Une quinzaine d'aviateurs vont recevoir leur brevet militaire de commando des forces spéciales. Je vous félicite chaudement pour cette réussite qui est le signe tangible de qualités individuelles et collectives remarquables. Un précieux sésame acquis après de longues semaines de qualification qui leur permet désormais d'être affectés au sein de cette prestigieuse unité implantée sur la base. Quelques jours plus tard, c'est devant un tout autre public que le colonel Collardel va s'exprimer. L'engagement opérationnel de la base figure parmi les plus importants de l'armée de l'air et la met régulièrement sous les projecteurs. Plateforme vitrine des ailes françaises, elle accueille plus de 100 visites officielles chaque année. Ce jour-là, ce sont les 600 élèves officiers du séminaire interarmé des grandes écoles militaires qui font escale dans le Loiret. Et pour eux, la base a sorti le grand jus. Vous allez découvrir quelques-uns de nos vecteurs, je pense à la 400M. Vous serez les premiers spectateurs de la présentation dynamique de la 400M. Donc c'est fait exprès pour vous, donc profitez-en. La classe suscite évidemment la curiosité. Et comme à chaque fois, les unités se plient au jeu des questions-réponses. On enlève, ce qui nous permet de mettre 9 palettes standards au temps, ainsi que 54 passagers sur les côtés. Cette mission de communication, elle est vitale pour nous. Pourquoi ? Parce que, en particulier avec le CIGEM, nous avons les futurs décideurs, les futurs commandeurs de demain, et surtout toutes les armées. Et nous avons ce besoin, au niveau de l'armée de l'air, d'expliquer et de montrer nos outils de combat, à toutes les autres armées. D'expliquer ce vecteur, finalement, la 400M est relativement neuf, et on s'aperçoit sur toutes nos missions que les gens ne le connaissent pas. Alors quand l'appareil et ses 11 000 chevaux fait ses premiers passages, il attire forcément tous les regards. Dans l'après-midi, les élèves auront même le droit à une petite surprise. Le 14e Atlas commandé par l'armée de l'air rejoint sa base d'attache avec plusieurs mois d'avance sur la date prévue. Cet avion, il va servir évidemment à soutenir les forces à Barkhane et au Levant. Ça va être sa première tâche et très rapidement, nous allons le reprendre pour pouvoir expérimenter de nouvelles capacités comme le ravitaillement en vol, qui est une des capacités qui va arriver cette année. Cet avion qui peut transporter plus et plus vite a transfiguré le transport aérien militaire dès son arrivée en septembre 2013. La base a investi dans l'infrastructure et notamment dans des hangars taille XXL, mais où parfois la hauteur sous plafond est quelque peu limitée. Tourne vers moi. Je pense que de toute façon, si tu veux le rentrer, il va falloir t'enlever pour la trappe. On retient souvent le vecteur aérien, d'autant plus qu'on a la chance ici d'avoir les A400M qui viennent d'arriver. Mais en réalité, pour mettre en œuvre un A400, eh bien derrière, il n'y a pas que le pilote et l'équipage. Il y a les mécaniciens et il y a toute la structure logistique, technique qui va autour.
pour ce qui concerne la 400, on est également dans l'accompagnement d'un programme. Donc on fait des expérimentations. Donc tout ce personnel gravite autour de la 400M. Et puis on a aussi tous les organismes de soutien de façon générale, puisque en fait, pour faire fonctionner l'unité, c'est aussi un accompagnement à la fois dans leur mission, leur activité opérationnelle, mais c'est aussi un suivi en termes de ressources humaines. Et puis c'est un suivi administratif voilà, au quotidien. Dans ce sens, le centre d'instruction des équipages de transport a été totalement modernisé. Il bénéficie aujourd'hui d'outils ultra performants, à l'image de ce simulateur sur vérin qui sert à former tous les pilotes français et une partie des pilotes allemands au vol logistique et tactique sur A400M. Quand on est dans le simulateur, quand on effectue un décollage par exemple, c'est à s'y méprendre avec la réalité. On sent vraiment l'accélération, enfin, c'est extrêmement réaliste. C'est pareil pour l'atterrissage, pour les manœuvres tactiques un peu violentes, c'est extrêmement réaliste par rapport à l'avion. La seule chose qu'on ne va pas sentir, c'est le facteur de charge. Le centre recevra un deuxième simulateur de ce type courant 2019 afin d'accompagner le développement de la flotte qui, en avril 2018, a franchi le cap des 10 000 heures de vol. L'avion européen a également imposé une nouvelle façon de travailler. Une unité dédiée à la préparation des missions A400M a ainsi été mise sur pied. Il s'agit du Centre de soutien et d'administration des systèmes missions, communément appelé CESAM. L'A400M est un système complexe comme peut l'être le Rafale, avec énormément de sous-systèmes informatiques. Donc, on a eu besoin de fédérer dans une unité l'ensemble de la préparation de ces missions. Le second intérêt du CESAM est de libérer un maximum de temps pour le personnel navigant qui se consacre vraiment qu'à la dernière partie de la préparation de la mission en se soulageant de tout ce qui est environnemental. Cette cellule d'une 50aine de personnes est composée de spécialistes renseignement, d'interprètes images, d'agents d'opération ou encore d'ingénieurs performance comme ici. Ils ont notamment pour mission de déterminer la masse maximale au décollage et à l'atterrissage de l'avion. Ce fut le cas après le passage de l'ouragan Irma aux Antilles. C'était en septembre dernier. Donc nous avons dû créer une trajectoire pour permettre aux équipages de décoller à une masse maximale au décollage d'environ une centaine de tonnes. Ces études sont aussi valables pour les terrains de déroutement et de secours, ainsi que pour les pistes plus rudimentaires. De son côté, la section renseignement est également d'une importance capitale. Notre champ de travail est assez vaste. Nous sommes à la fois chargés de mettre à disposition de la cartographie numérique pour les équipages, pour qu'ils puissent la visualiser dans l'avion. Nous leur dispensons également des informations plus générales concernant les différents pays sur lesquels ils sont amenés à intervenir. Et également, nous sommes chargés de leur donner une instruction tactique pour ce volet particulier. L'ensemble des données de vol est ensuite compilé par un préparateur qui constitue un dossier de mission complet. Il est récupéré par l'équipage qui n'a alors plus qu'à effectuer un dernier briefing et se diriger vers l'appareil. À Orléans, les avions décollent rarement à vide. L'embarquement de passagers ou le chargement de matériel est géré par les agents de transit. Ce sont eux aussi qui conditionnent les palettes. Sur la base, ces spécialistes chargent en moyenne 400 tonnes de fret par mois. Ok, stop. Reprends là. L'escadron de transit et d'accueil aérien est l'une des unités de la base les plus engagées en opération. En permanence, 30% de son personnel est projeté. Ce matin-là, l'équipe d'astreinte doit charger 8 palettes dans un A400M à destination de 4 villes d'Afrique. Ouagadougou, Niamey, Gao et N'Djamena.
commence à travailler sur un avion 3 jours avant. On nous livre tout le matériel qui est censé embarquer dans l'avion. De là, nous avons différents ordres qui nous sont donnés par le CSOA, notre grand commandement en l'occurrence, qui nous impose, entre guillemets, de mettre certains types de matériel dans les avions. C'est eux qui décident quel matériel doit monter dans les avions. Et de là, en fait, on récupère tout le matériel, on confectionne nos palettes, on pèse nos palettes, on prépare notre chargement. Et à l'issue, voilà, le chargement se fait le lendemain matin, le matin du vol. Les agents de transit travaillent en coordination avec l'équipage et notamment avec le chef de soute. Celui-ci veille au centrage afin que l'avion soit dans des conditions optimales pour voler. Il ne reste plus qu'à faire embarquer la quarantaine de passagers qui s'apprêtent à rejoindre le Sahel avec en prime un briefing digne d'une grande compagnie aérienne. En cas d'émérissage, nous avons un jet de sauvetage pour chacun d'entre vous. Ils seront situés sous vos sièges. À sortir sur ordre, une fois sorti de sa pochette, il se présente comme ceci. Et au moment où certains vont survoler l'Afrique, d'autres débutent une semaine intensive d'entraînement. Le Centre Air de Saut en Vol, l'unité de référence de l'armée de l'air dans le domaine du parachutisme, a choisi de profiter d'un grand ciel bleu pour organiser une séance d'envergure. 200 parachutistes, dont des forces spéciales, sont attendus sur le site. Quand vous bougez dans l'avion, c'est toujours sur ordre. Donc vous levez, vous détachez votre ceinture, vous mettez votre ceinture à l'intérieur des dossières. Ensuite, vous ne relevez pas les sièges. Vous accrochez sur vos câbles respectifs, mousqueton, ouverture vers l'extérieur. Au fil des heures, les rotations s'enchaînent et à l'arrivée, la satisfaction est la même pour tous, qu'ils soient novices ou très expérimentés. Vous en faites souvent comme ça des sauts 6 par an. 6 par an. Ouais. Après, il y a une procédure à respecter. Si on la respecte, tout se passe bien. Okay. Donc là, c'est le cas. En plus, là, avec un beau soleil, pas de vent. Impeccable. C'est aussi pour certains l'occasion de découvrir des sensations jusque-là inconnues. Sandra est infirmière sur la base et a pu sauter pour la première fois. Là où j'ai eu plus peur en fait, c'est quand il a sorti le parachute. Une vitesse, mais un truc de dingue quoi. Oh putain, comment j'ai eu trop peur. Ouais, ça redescend là, mais j'ai les doigts qui se sont crispés du coup. Et j'arrive même plus à serrer le... Génial, faut le faire. Hein. Au total, 1000 sauts vont être effectués en 5 jours. Une belle performance qui implique aussi un important travail de pliage des voiles. Pour cela, le Centre Air de Saut en Vol dispose d'infrastructures uniques et notamment de tours de séchage. Donc là, je suis en train de monter les parachutes en tour. Donc c'est une des premières étapes à l'entretien des parachutes. C'est-à-dire que chaque parachute qui a été qui a sauté, qu'on a craqué à la main, on doit les monter pour 24 heures en tour. Et à quoi ça sert? Pourquoi c'est important cette étape? Cette étape elle est importante parce que ça permet en premier lieu de sécher le parachute, donc il va passer 24 heures à peu près à 20 mètres. Et ça permet aussi de faire tomber tout ce qui est branchage et corps étrangers qui sont dans le parachute. Ça facilite les opérations après d'entretien. Ça nous permet aussi de déceler les premiers problèmes sur les parachutes, les emmêlages ou les déchirures. Les voiles utilisées pour les sauts en ouverture automatique sont pliées par le personnel de l'unité.
tandis que les shooters reconditionnent eux-mêmes leurs parachutes. Beaucoup d'entre eux appartiennent aux forces spéciales, jamais à court d'activité. Quand les commandos les plus aguerris enchaînent les sauts, les jeunes recrues brevetées forces spéciales l'hiver dernier participent à un stage de sélection contre-terrorisme, libération d'otages. Ne tire pas, avance, et on monte. Ok, vous êtes otage? Oui. Ok, comment vous appelez? Claire. Je vais passer faire flex sur l'autre. Durant 4 semaines, ils sont confrontés à différents scénarios en milieu clos, inspirés de situations vécues. Là, t'as carrément sorti le binôme. Du coup, tu perds cet appui-là. On perd tout le secteur ici pour revenir le récupérer après. L'objectif est que tous intègrent un des groupes actions spécialisés de cette unité pour poursuivre leur apprentissage. Lorsqu'ils ne sont pas en mission, ces hommes de l'ombre s'entraînent non-stop en conditions réelles ou grâce à des simulateurs dernier cri. Là actuellement, donc, on vient d'exécuter un guidage. On a été mis en place avec un hélicoptère au plus proche d'un camp ennemi, d'un camp d'insurgés, comme il pourrait se passer au Mali. Ok, Grand Commandeur, on a un pick-up qui part à l'ouest. Le simulateur SimFac est utilisé depuis bientôt 2 ans au CPA-10. Tout au long de l'année, il permet d'entraîner et d'entretenir la qualification des contrôleurs aériens avancés, ceux qui en opération guident les pilotes de combat pour appuyer les troupes au sol. C'est vrai qu'on a une compétence particulière ici, avec la présence à la fois des commandos parachutistes de l'air numéro 10, donc qui est une unité des forces spéciales, mais également celle du Poitou, qui est la partie, le pendant navigant de ces commandos parachutistes de l'air. La particularité en fait de la présence des forces spéciales, c'est de devoir justement les accompagner avec un soutien qui est spécifique, un soutien spécial pour eux, avec des tenues particulières, avec du matériel particulier, des moyens, mais aussi surtout une grande réactivité dans leur mission. À ce titre, la base est dotée de l'une des armeries les plus importantes de l'armée de l'air, installée, sécurité oblige, à l'abri des regards. La base d'Orient est spécifiée parce que nous avons un panel d'unités différentes, dont les unités forces spéciales, et ce qui nous donne l'occasion de travailler sur divers matériels. Donc on a du 416, on a de l'armement classique comme le FAMAS, mais aussi on a aussi des fusils de chasse qui sont réservés aux équipages d'escadron en cas dans des lots de survie. On a de la mitrailleuse lourde, de la mitrailleuse légère, du lance-grenade, bref, on a tout un panel de matériel différencié qui nous demande d'avoir des compétences assez élargies. Et ce qui fait que la base d'Orient est quand même intéressante, parce qu'on peut travailler sur différents matos armements, mais aussi sur différents matériels optiques. Ces hommes et femmes au savoir-faire multiple sont en alerte H24 pour honorer les différentes demandes, une réactivité à l'image de la plateforme dont ils dépendent. C'est correct, vous avez besoin de guidage? Tout en répondant aux exigences opérationnelles, la base aérienne 123 doit aujourd'hui poursuivre sa mutation. Les défis sont nombreux: maintenir l'accompagnement du programme A400M, soutenir la montée en puissance de la flotte Super Hercule, ou bien encore installer durablement une force commando.